avec Sud Radio. Jeudi 19h-20h, Sud Radio. Il y a du peuple. Seul contre tous. Retour de Y'a du peuple, seul contre tous, comme tous les jeudis soirs de 19h à 20h sur Sud Radio, en compagnie d'Étienne Chouard et d'Elisabeth Lévy. Le Conseil constitutionnel a validé en fin de semaine dernière la possibilité d'un référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'Aéroports de Paris suite à sa saisine par 248 parlementaires, toutes tendances confondues, au début du mois d'avril. Il reste maintenant à obtenir la signature de 10% du corps électoral, c'est-à-dire précisément 4 717 396 signatures pour passer à l'étape suivante qui conduirait à un éventuel référendum. Mais non. Les Gilets jaunes voulaient le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Ils peuvent désormais avoir le RIP, le référendum d'initiative partagée. Le RIP peut-il remplacer le RIC? C'est la première question de ce premier débat jusqu'à 19h30. Alors, première question. Oui. Il y a une opération d'enfumage dans cette affaire, et je suis sûr qu'Étienne sera d'accord avec moi là-dessus, parce que une opération d'enfumage qui a d'ailleurs été menée avec la complicité de l'opposition. Pour aller très vite, la procédure est la suivante. La minorité de l'Assemblée peut en quelque sorte proposer un projet de loi qui doit recueillir, puisque il y a un nombre de parlementaires, vous l'avez dit, ça c'est fait. Ensuite, il faudra recueillir 4,5 millions de signatures. Quelle est l'obligation ensuite du gouvernement, ou plus précisément de l'Assemblée? C'est d'inscrire ce projet de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée et d'en débattre. C'est-à-dire que, en gros, si vous voulez, il n'y aura pas plus de référendum que je ne serai nommé pape, sauf si peut-être il y avait 25 millions de signatures. S'il y avait 25 millions de signatures recueillies, ce qui est considéré une pression politique, mais sur le plan juridique, il n'y aura pas de référendum. La seule obligation à la fin de ce processus, c'est de mettre ce projet de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée. Vous savez que c'est le gouvernement qui est maître de l'ordre du jour de l'Assemblée, donc en fait on a peu de chances que les projets de loi de la minorité soient débattus. Mais c'est pas parce qu'il sera débattu qu'il sera voté. Donc sur la procédure, si vous voulez, il y a un enfumage, et tous les parlementaires qui eux connaissent très bien cette procédure se sont prêtés à cet enfumage en faisant croire aux gens qu'il y aurait un référendum. Il n'y aura pas de référendum à la fin, sauf si vraiment il y a une pression politique énorme. Mais là, s'il y a 25 millions de signatures. Oui, là c'est quasiment un référendum en loose day, si vous voulez. Mais dans la procédure, il n'y en a pas. Le non est faux. Non, Étienne, vous êtes d'accord avec moi, non? Absolument. Est-ce que pour vous, comme l'a dit justement Elisabeth Lévy, c'est vraiment de l'enfumage? Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, on pouvait le prévoir en lisant le texte. Je l'ai sous les yeux, l'article 11. C'est l'article 11 qui organise notre prison politique, comme le reste des autres articles de cette Constitution. D'ailleurs, je l'appelle la prison de 58. Un référendum portant sur un objet mentionné, peut être organisé à l'initiative d'un 5e des membres du Parlement. Donc l'initiative est parlementaire, et exclusivement parlementaire, elle n'est pas du tout partagée. L'initiative, c'est un 5e des membres du Parlement, soutenu l'initiative par un 10e des électeurs, donc qui peuvent que soutenir mais pas initier, un 10e des électeurs inscrits. Et un peu plus bas, si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées, ce qui est vraiment examiné, c'est tout ce qu'on lui demande. À ce moment-là, le président de la République la soumet au référendum. Bon, en droit, quand on utilise l'indicatif, la soumet, ça veut dire impératif, c'est-à-dire doit la soumettre, mais il doit la soumettre que si. Il ne doit la soumettre que si la proposition n'a pas été examinée. Donc le Parlement peut l'examiner et la jeter à la corbeille sans même motiver son... L'examiner et ne pas la voter. Ou ne pas la voter. Et ne pas la voter. Voilà, exactement. Et on a exactement le même... D'ailleurs, ça correspond à l'article 11 des institutions européennes qui lui aussi prévoit un soi-disant référendum d'initiative citoyenne qui en fait est une initiative... citoyenne et qu'il n'a pas plus de force contraignante. Mais en fait, ça vient de l'origine du texte. Comme ce texte est écrit par des professionnels de la politique, ils ont un intérêt personnel, comme pour toute la Constitution, ils ont un intérêt personnel contraire à l'intérêt général, ce qui s'appelle techniquement, strictement un conflit d'intérêts. Ils ont intérêt à instituer leur puissance et notre impuissance, et c'est ce qu'on voit là. Mais vous me reprenez si je dis une bêtise. Si une des deux assemblées, on peut penser évidemment au Sénat comme une majorité forte, la République en marche à l'Assemblée nationale, ne met pas le texte à l'ordre du jour, il n'y a pas
obligatoirement un référendum? Je crois que oui. Non, je pense que quand le gouvernement met un texte à l'ordre du jour des assemblées, les assemblées, c'est le gouvernement qui a la maîtrise de l'ordre du jour. Oui, ça c'est vrai. Donc, je pense, si vous voulez, il peut y avoir une... J'essayais juste de vous dire qu'il y avait une procédure d'enfumage. Je vais peut-être répondre... Il n'y a pas de référendum, si vous voulez. Voilà. Comme l'a dit Étienne, c'est l'initiative est parlementaire. Et là, je trouve quand même que dans cette... Moi, j'ai regardé d'abord, excusez-moi, dans les médias, on ne s'est pas beaucoup cassé la tête, on écrit partout, il y aura peut-être un référendum sur la ADP. Mais le chemin est long. Mais non, mais il peut pas. Oui, certes, mais personne ne dit qu'en réalité, il a très. Mais personne ne dit qu'en réalité, il a pratiquement aucune chance d'avoir lieu. C'est-à-dire, il faudrait pour qu'il ait lieu, il faudrait que Macron se dise je veux un référendum et donc je ne demande pas à l'Assemblée d'inscrire à son ordre du jour le projet. Donc il y a un enfumage auquel tout le monde s'est prêté, y compris le président et les médias. Et je viens de le dire, les médias, les confrères ont écrit il y aura un référendum, peut-être pas. Bon, je veux dire, alors. Mais surtout, tous les gens de l'opposition, Mélenchon, tous les autres, les Républicains, etc., ils font semblant d'avoir obtenu un énorme truc, et le gouvernement fait semblant d'avoir peur, puisque Édouard Philippe s'est exprimé en disant c'est très mal. Maintenant, je voudrais quand même... Moi, je ne crois pas que, par définition, l'intérêt des élus... Moi, je connais beaucoup d'élus, et je crois qu'ils essayent... Dans le processus constituant, j'ai pas dit dans le processus législatif, hein, l'intérêt des élus au moment d'écrire la Constitution, c'est-à-dire leur pouvoir... Mais non, l'intérêt des gens n'est pas forcément, si vous voulez, d'écrire un système qui soit... Parce que sinon, ils écriraient tous des constitutions dictatoriales en disant c'est nous qui voulons le pouvoir. Non, je ne crois pas. Alors, c'est là-dessus, mon cher Étienne, que je voulais vous répondre. C'est que je ne crois pas que la Constitution est une prison. On peut dire ça de toute règle, si vous voulez. Toute règle est une prison. Je ne crois pas. Moi, je crois que ce qui pose un grand problème aujourd'hui, et on y reviendra dans la deuxième partie, c'est en partie ce qu'on a appelé la crise de la représentation. Je crois qu'on y reviendra dans la deuxième partie. Mais je voulais aussi quand même interroger la légitimité d'un éventuel processus de référendum qui permettrait en réalité à la minorité. Je veux dire, je vous rappelle, les parlementaires sont élus, alors on peut penser ce qu'on en veut, mais ils sont élus, ils représentent le peuple français, bien ou mal, mais ils le représentent, et il ne faudrait pas que la minorité, à travers le référendum, puisse en quelque sorte faire obstruction en permanence à la majorité, parce que je vous rappelle quand même qu'en démocratie, il n'y a pas d'autre solution à un moment, la majorité doit l'emporter, mais bien sûr, je vous repasse la parole tout de suite, le problème c'est qu'il y a pas tant de problèmes que ça qui se répondent par oui, auxquels on peut répondre par oui ou par non. Donc, je voulais vous poser une question à tous les deux, une question très indiscrète. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce que quand la pétition va être en ligne, c'est-à-dire d'ici quelques semaines, vous allez signer oui pour un référendum? Ah non, mais d'abord, moi, je veux bien qu'on parle après du fond, mais non, mais je préfère qu'Étienne... Peu importe, c'est comme les élections européennes. Comme de toute façon, il n'y a pas d'enjeu et que ça ne va rien changer, là, il n'y a même pas... Au moins pour les européennes, on peut avoir l'intention d'aider un petit candidat en lui donnant le moral, en lui disant il y a des gens qui te soutiennent, même si on sait que ça ne va rien changer, l'élection de Parlement européen et du foutage de gueule de A à Z, on peut quand même voter pour un petit Parlement pour l'aider. Là, en l'occurrence, littéralement, ça ne va rien changer. Donc là, ça ne vaut pas le coup de cautionner. Mais ça m'intéresse, Elisabeth, quand vous dites il ne faut pas donner à la minorité le droit d'obstruer le travail de la majorité. C'est-à-dire, quand je dis obstruction, ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas pouvoir faire des propositions, ça ne me dérange pas. Mais... Parce qu'en fait, la minorité, elle obstrue pas, puisqu'elle déclenche quelque chose, mais ce n'est pas elle qui va éventuellement obstruer. Imaginez que la minorité soit capable, c'est pas le cas là, mais qu'elle soit capable de déclencher vraiment un référendum. Moi, ça me pose un problème et je vous expliquerai pourquoi. Allez-y. Oui, mais pourtant, c'est pas elle qui va bloquer un éventuel projet contre lequel on se lèverait. C'est le peuple tout entier, la France tout entière, qui sur référendum bloquerait le travail de la majorité parlementaire. Et là, c'est pas illégitime. Alors nous avons, je crois, profondément démocratique et légitime. Je vois pas ce qui vous embête là. Nous partons d'un constat commun, en fait, qui est, si vous voulez, que parfois sont menées des politiques qui sont clairement anti-majoritaires, des politiques qui vont à l'encontre des vœux exprimés explicitement par la majorité, une majorité des Français. Nous le savons. Et ça, je pense que c'est un problème. Mais nous n'avons pas la même réponse parce que moi, effectivement, je ne souhaite pas,
si vous voulez, qu'on remplace la démocratie représentative par une démocratie participative, je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen en réalité de diriger un pays que d'élire des représentants. Mais oui, mais là, et je vous dis, il faut donc modifier très profondément, si vous voulez, l'équilibre, peut-être le système institutionnel et en particulier déconnecter l'Assemblée de la présidence de façon à ce qu'on n'ait pas une Assemblée en quelque sorte de potiche. Si vous voulez, et redonner une force à la... Pour moi, il faut redonner une force à la démocratie parlementaire. Je pense qu'on peut faire appel au peuple pour trancher par référendum un certain nombre de questions, par exemple le Brexit, si vous voulez, me semble tout typiquement ce genre, les questions européennes relèvent du référendum. En revanche, si vous voulez, je dis qu'il y a un enfumage politique autour de cette affaire de RIP, là, pardon, Philippe, j'oublie vos acronymes. RIP, Eric. Oui, RIP. Partagé, RIP, Eric, voilà. citoyen. Donc le référendum d'initiative partagée qui n'est pas un référendum, je trouve cet enfumage dégoûtant. Je n'aime pas qu'on mente aux gens, je n'aime pas qu'on leur raconte des bobards pour des postures politiques, ce qui est exactement le cas de toute l'opposition réunie qui a voulu rouler des mécaniques en disant « Regardez, ce qu'on a obtenu, t'as rien obtenu du tout ». Mais dans l'absolu, je ne suis pas tellement pour, si vous voulez, qu'effectivement, que des minorités à l'Assemblée puissent en permanence remettre en cause la majorité. Alors, Elisabeth, admettons peut-être que le fait que ce soit en permanence, ce soit problématique. C'est-à-dire que s'il y avait vraiment des référendums toutes les semaines, et toujours sur le même sujet, il faudrait probablement une institution complémentaire pour empêcher l'obstruction au sens procédurier et malhonnête du terme. Mais, je vous donnerai un autre exemple. Mais vraiment, vous disiez les deux choses qui normalement devraient vous conduire à trouver le RIC une bonne solution. Parce que vous disiez, je suis pour le système parlementaire, avec la représentation parlementaire, on élit quelqu'un qui nous représente, il va faire le boulot de législation à notre place, et le RIC respecte ça. Et vous dites, il y a des cas, le Frexit, l'UE, dans lesquels vraiment quand même, c'est vrai que on voit des lois qui sont ouvertement contraires à la volonté majoritaire du peuple, pas des parlementaires. Comme ADP. Du peuple. Enfin, pas comme le ADP, Frexit. Le comme Frexit, ADP. les Français ne se sont pas exprimés sur le Frexit, mais ils se sont exprimés sur la Constitution de 2005. Voilà, et vous avez bien vu que... Oui. Je partage votre indignation à ce sujet, et je me suis amusé de vous voir avec un badge oui tout à l'heure. Sur un autre sujet, c'était oui, monnaie pleine. C'était pour le référendum d'initiative citoyenne en Suisse, où les Suisses se sont posés à eux-mêmes la question, la monnaie bancaire étant considérée par eux comme une monnaie vide, c'est-à-dire une fausse monnaie, ils demandaient à leur peuple suisse, à leurs frères suisses, est-ce que vous êtes d'accord pour que la banque centrale publique soit la seule à pouvoir émettre de la monnaie. Donc ils voulaient reprendre la création monétaire aux banques privées. C'est en gros, c'est pas tout à fait ça, mais c'est à peu près ça. Et ça montre la puissance de l'outil référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de remplacer le système parlementaire par la démocratie directe, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit simplement... Mais comme vous aviez l'air d'en avoir le souci, il s'agit, sur les sujets importants où les lois... Comment dire il faudrait trouver quelque chose de plus grave. Non, mais je vais vous répondre. Violente, quoi, la volonté populaire. Quand une petite minorité parlementaire, ils sont 700, quoi. Ils sont... en tout, 700, bref. Une petite minorité, une poignée de centaines de personnes, violentes 45 millions de personnes, violentes, leur contredisent littéralement leur volonté sur un sujet important. C'est quand même pas absurde de laisser aux citoyens la possibilité de reprendre la main. Mais c'est quand même les citoyens, les employeurs. Alors, je préférerais, si vous voulez, que notre système ne permette pas précisément à nos gouvernants de mener des politiques anti-majoritaires. Nous avons un système électoral. Attendez, je finis. Nous avons un système. Non, mais pour moi, si vous voulez, c'est plutôt de là que viendra la solution. Je ne suis pas farouchement opposé au RIC, si vous voulez. C'est pas une religion chez moi. Je pense simplement que si on pense qu'avec un outil pareil, on a réglé le problème, on se trompe. Je crois réellement qu'il faut, si vous voulez, que nos institutions ne permettent pas, effectivement, à quelqu'un d'élu de mener... Attendez, c'est-à-dire, je crois, en fait, que déjà, si la déconnexion, la connexion entre les rythmes, les calendriers électoraux, parlementaires et présidentiels a été une catastrophe. Si vous voulez, parce qu'elle empêche... Vous voulez dire les législatives qui suivent d'un mois la présidentielle? Oui, c'est-à-dire, forcément, on donne une assemblée au président qu'on vient d'élire, et donc, le débat politique
qui devrait, parce qu'un homme ne peut pas représenter, de toute façon, l'intégralité de... Enfin, il peut les représenter, mais il ne peut pas les satisfaire tous. Et puis, il n'est pas logique, si vous voulez, qu'on puisse, effectivement, contrer l'avis de tant de gens. Donc, je pense qu'on a un problème de mode de scrutin, ça, j'y crois beaucoup. Et on a un problème, effectivement, d'équilibre des institutions. Il faut tout de même, je ne suis pas une folle de la 4e République, mais je crois quand même que des pays comme l'Espagne, par exemple, où on a vu ce qui s'est passé. En Espagne, il y a eu les indignés dans la rue. Et puis ensuite, ça ils sont repartis à Podemos, si vous voulez. J'anticipe un peu sur le deuxième débat. Ensuite, Podemos a cristallisé et en quelque sorte, les gens se sont sentis représentés. Je crois que notre problème est là. Donc, je vous accorde cela. Ça ne me dérange pas, outre mesure, si vous voulez, qu'il y ait des référendums, même pas du tout d'ailleurs. Ce qui me dérangerait, c'est qu'on pense qu'on a résolu le problème. Et j'ajoute une dernière phrase, et qu'on fasse croire aux gens que c'est eux qui seront aux manettes parce qu'il y aura le référendum. Voilà. Mais dites-moi sur quel sujet autre que l'Europe vous pensez qu'il faudrait des référendums, par exemple. J'ai combien de temps? Parce que rapidement, parce qu'on termine dans 1 minute 15. Allez-y, dites-moi. Alors, allez-y. Alors là, j'ai une longue liste. Non, mais dites-moi les plus importants. Mais regardez, on fait ça, je le fais presque tous les jours avec les Gilets jaunes, sur les ronds-points ou en conférence. On fait comme si on avait un RIC. Et je leur dis, répandez cette idée pour que les gens comprennent comment ils vont devenir, grâce à cette institution, co-législateurs. Et on prend un exemple, et par exemple, on dessine un rectangle, en bas duquel on écrit en majuscule un gros oui et un gros non. Donc ça, c'est un bulletin de vote. Et on commence avec la phrase qui va être la même pour tous les RIC. Êtes-vous d'accord avec la proposition suivante? 2 points à la ligne. Ouvrez les guillemets, attention, vous êtes en train de devenir un co-législateur. Et je vous propose comme premier exemple les revenus. Oui, il faut revenir. Bien sûr. Les revenus, pensions, retraites et allocations sont toutes indexées sur l'inflation. Justement, on va faire on fait la pause. Mais il faut faire la pause. Parce qu'il faut bien vivre, inflation ou pas. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 19h25. Eh bien, finalement, votre exemple me fait repencher plutôt pour le non. On va continuer à débattre dans quelques instants. Sur Ikea.fr. Jeudi 19h-20h, Sud Radio. Il y a du peuple. Seul contre tous. Retour de Il y a du peuple, seul contre tous, avec ce soir pour débattre Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, et Étienne Chouard, prof d'économie et de droit à Marseille, qui a notamment écrit Notre cause commune, instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque et écrire notre constitution. Vous vouliez réagir, Elisabeth Lévy, oui, parce que sur ça pose ça pose l'idée, si vous voulez, que le peuple peut tout d'un coup décider de s'opposer à des lois votées par le Parlement, est aussi un problème. Donc moi, je pense qu'il faut absolument redonner sa légitimité au Parlement, parce que je ne crois pas, je crois au gouvernement pour le peuple et pas par le peuple. Mais pourtant, c'est prévu par le peuple dans la Constitution. Par le peuple. Oui, mais c'est une formule, et je crois, moi, je vous l'ai dit. Je crois, moi, je vous l'ai déjà dit, que ce qui me semble important, c'est que le gouvernement pour le peuple, ce ne serait déjà pas si mal. Mais là, vous en rabattez sur la Constitution, non, mais attendez, vous savez bien que c'est un mot, c'est-à-dire l'idée de l'autogestion. Étienne, l'idée de l'autogestion politique, vous voyez bien ce qui nous sépare là-dessus. Vous êtes, pour une intervention tout à fait conséquente, si vous voulez, de démocratie directe, et moi pas, parce que je pense que précisément, il y a aussi quelque chose d'antidémocratique si le peuple peut en permanence remettre en cause le pouvoir du Parlement, ça ne va pas. C'est la démocratie. Pourquoi vous dites antidémocratique? Quand le peuple décide, mais le Parlement, c'est le peuple. Mais non. Si. Elisabeth. Le Parlement. Vous charriez. Mais non, le Parlement. Ah non, je ne charrie. C'est dans votre chère Constitution, mon cher Étienne. Non, on a besoin de représentants. Je suis d'accord avec vous. Et je dis pas, je ne défends pas la démocratie directe, mais vous pouvez pas dire que le Parlement, c'est le peuple. Le Parlement représente le peuple. Il représente. Excusez-moi, le Parlement représente le peuple, et moi je ne souhaite pas. Mais moi, je ne souhaite pas, si vous voulez, qu'en dehors de quelques grands sujets qui sont en quelque sorte transpartisans, si vous voulez, comme l'Europe, effectivement, mais je ne souhaite pas, effectivement,
que on mette en permanence en concurrence, si vous voulez, les deux souverains, les deux représentants, les deux souverains. Non, il n'y a qu'un souverain. Le souverain et ses représentants. Oui, oui. Non, mais ne me faites pas une réponse de juriste, s'il vous plaît. Mais non, c'est pas juriste, c'est ultra politique. D'accord, c'est très important. Alors, j'ai fait un lapsus. C'est pas juriste, c'est politique. Ne vous accrochez pas sur un mot, s'il vous plaît. Il y a le peuple qui est souverain et qui exerce sa souveraineté par la voix de ses représentants et ou du référendum. Moi, personnellement, je pense qu'il est très important, si vous voulez, que nous redonnions de la légitimité aux représentants. Mais peut-être vous voulez parler des... Non, on va passer au deuxième débat, mais je vous ai posé une question à tous les deux, Sud Radio, Parlons Vrai. Est-ce que vous allez signer la pétition pour qu'il y ait un référendum sur ADP? Tiens, Étienne Chouard. Moi, je vous ai dit, on s'en fout complètement. Vous n'allez pas la signer? RAF. Non, je m'en étais égal complètement. Il n'y a pas d'enjeu. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Je vais m'abstenir comme n'importe quel. Les électeurs s'abstiennent parce qu'ils sentent que dans une élection, ils vont rien changer. Ils s'abstiennent pas parce qu'ils se foutent de la politique. Ils s'abstiennent parce qu'ils voient bien que c'est un piège, que les élections ne permettent pas de changer les choses. Et c'est pour ça qu'ils ne votent pas. Dès que les élections permettent de voter quelque chose, l'abstention qui diminue à presque rien, parce que les humains sentent bien qu'ils se donnent du mal. Ce n'est pas une élection. Elisabeth Lévy. Pardonnez-moi de vous reprendre sur un mot, mais il s'agit pas d'une élection. Oui, mais quel que soit. En l'occurrence, c'est une pétition. Alors, une pétition, c'est même pas un vote. Une élection. C'est même pas un vote, même pas une élection, c'est rien du tout. Moi, non. Voilà. Non plus. Mais écoutez, quand je viens de vous dire que c'était une opération d'enfumage, je ne vais pas plaisir. Je ne vais pas m'y prêter. On va passer au deuxième débat. Pour ce second débat, on va parler du bilan des Gilets jaunes après 6 mois, puisqu'il y aura demain, 6 mois que l'acte 1 a eu lieu et que l'acte 27 aura lieu après-demain. Les actes se déroulent samedi après samedi et on ne sait pas quand ce mouvement va se terminer. C'est le mouvement social le plus long de l'histoire de France, un mouvement comme on n'en avait jamais vu. Le mouvement est-il le même qu'il y a 6 mois? Peut-il encore durer longtemps? Y aura-t-il dans la société française un avant et un après Gilets jaunes? 6 mois après l'acte 1, quel est le bilan des Gilets jaunes? Étienne Chouard, le mouvement est-il le même qu'il y a 6 mois, moins un jour? Pas du tout. Il a beaucoup changé, je trouve, et en bien. Il s'est... Alors, oui, parce que je sais que je vous vois vous marrer, parce que c'est vrai. Je dirais pas ça, mais je vous attends. C'est vrai qu'il y a des aspects qui sont moins bien, parce que depuis que la police laisse entrer des dingues qui cassent tout, ça morpionne le mouvement, mais c'est une provocation policière. On en a parlé la semaine, il y a 15 jours, vous vous souvenez? Et c'est quand même spectaculaire quand on les voit entrer, alors que nous, on nous filtre, quand on a une fiole de sérum, on se fait arrêter et quasiment mettre en garde à vue. Pendant ce temps, vous avez une bande de mecs qui sont en noir, cagoulés, armés jusqu'aux dents et qui rentrent en rang par deux, comme s'il n'y avait aucun problème. La police les laisse rentrer en disant on n'a pas d'ordre. Donc si vous voulez, les violences qu'on déplore et que les médias des riches déplorent à longueur de journée... Non, s'il vous plaît, n'employez pas ces expressions sur les médias des riches. Quoi, 9 milliardaires ont acheté Sud Radio appartient quoi, à des pauvres? Écoutez, arrêtez, en quoi ça délégitime les gens? En quoi ça délégitime quelqu'un d'être riche? Et en quoi le fait qu'un média... Non mais pardon. Parce que je confonds. Je vais dire par honnêteté que Sud Radio appartient au groupe Fiducial, qui est un gros groupe qui fait de l'expertise comptable, et que Sud Radio vous donne la parole. En quoi les médias... Non, mais parce que vous essayez de délégitimer ce qui pourrait s'y dire en disant les médias des riches. Mais oui, mais c'est-à-dire que je ne confonds pas l'intérêt des ultra-riches avec l'intérêt général. C'est pas le même. Et quand je vois que les banques achètent les journaux, c'est pas pour gagner de l'argent, ils en perdent. Donc il y a quelque chose qui devrait, normalement, vous aussi, faire allumer des gyrophares dans votre tête. Mais vous ne pouvez pas employer... Enfin, vous pouvez, mais employer cette expression. Les médias des riches, c'est quand même... consiste à dire que tout ce qui se dit dans les médias des riches, excusez-moi, est faux ou bidonné. Or, s'il n'y avait pas effectivement un certain nombre d'entreprises qui ont les moyens d'acheter des médias, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup d'autres qui auraient disparu. Alors moi, je suis contente qu'il y ait des médias où on puisse s'exprimer tous les deux, et je trouve que, quel que soit leur propriétaire, on n'a pas le droit de les délégitimer, de mettre mettre la suspicion sur l'information qui serait diffusée à cette antenne parce qu'elle appartient à X, Y ou Z. Mais vous vous gênez. Regardez notre président qui parle des gilets jaunes en disant Jojo met un gilet jaune et il devient aussi avec un mépris incroyable simplement parce qu'ils sont pauvres, quoi. C'est-à-dire qu'en fait quel rapport entre le président et les médias des riches? Non, mais c'est que en fait vous me reprochez de délégitimer des gens par leur classe sociale, alors que de l'autre côté, ils se gênent pas. Non, mais là, je vous ai donné un bon exemple. Je vous ai dit que vous pouviez parler parfaitement librement dans un média possédé par une entreprise qui doit être prospère, j'espère prospère, parce que sinon, nous ne pourrions pas être là. Donc, je me félicite. Mais je me félicite quand même. Je serais préférable, effectivement, que les lecteurs, que les auditeurs, et que tout ça suffise, si vous voulez, à payer l'information. Mais en attendant, je me félicite qu'il y ait des investisseurs. Je vous laisse reprendre. Elisabeth Lévy, je voulais vous poser la même question qu'à Étienne Chouard. Est-ce que
le mouvement est le même. Non, il n'a pas fini. Pardon. Voilà. C'est gentil. Là, quand même. Merci, Elisabeth. Je vous fais remarquer qu'il ne vous a pas échappé que Sud Radio, dans l'ensemble des médias, se comporte de façon très exceptionnelle. C'est-à-dire que la règle, c'est que j'arrive pas à y parler et que celui-là est très exceptionnel. Alors, il doit y avoir quelque chose de particulier. Mais c'est comme les poissons volants. Ça existe, mais ça ne fait pas la loi du genre, disait Gabin dans Le Président. Espèce de poisson volant, va. C'était un gamin qui le disait, mais c'était Audiard qui l'avait écrit, pour être précis. Mais c'est Gabin qui disait dans le film absolument. Le Président. Alors, le mouvement est-il le même ? Je trouve que non. Le plus important qui s'est passé, je trouve, avec le temps, et c'était venu très rapidement, c'est que les Gilets jaunes sont devenus constituants. C'est-à-dire que dans l'histoire des hommes, les révoltes sont monnaie courante. Les révoltes, quand les humains sont maltraités, ils sortent de chez eux, ils protestent contre les mauvais traitements. Ça, les insurrections, c'est une banalité. Et la plupart du temps, les humains réclament des législations. Ils réclament de meilleures lois. Ils réclament de meilleurs salaires, moins d'impôts. Ils réclament de meilleures décisions, mais toujours en s'en remettant à des êtres supérieurs que sont les élus, les parlementaires, ces adultes politiques, alors que eux sont des enfants. Or là, pour la première fois, il y a quelque chose de tout à fait historique. Dans la liste de leurs revendications, il y a une ligne qui est le référendum d'initiative citoyenne, qui n'est pas une loi, qui est une façon d'écrire les lois. Et donc, un référendum, c'est-à-dire que le peuple vote lui-même les lois qu'il veut ou qu'il ne veut pas. Et d'initiative populaire, c'est-à-dire que le peuple décide lui-même des sujets. C'est-à-dire qu'il n'attend pas que ses maîtres aient le bon vouloir de poser les questions qui l'intéressent. Ses représentants dans la Constitution, on les appelle pas ses maîtres. Oui, mais justement, moi j'insiste sur le fait que ce sont des maîtres. Mais vous m'avez repris avec la Constitution, je me permets de le faire. Dans la Constitution, on les appelle des ses représentants. Oui, mais Elisabeth, il ne vous a pas échappé que le mot représentant en français est polysémique et que le même mot représentant... Oui. Excusez-moi, polysémique, c'est quoi ? Polysémique, ça veut dire la prétérition. Merci. Pour les auditeurs, la prétérition polysémique, là, c'est... Non, mais polysémique, oui, tu fais bien, vous faites bien de me le rappeler. J'oubliais de le préciser. Polysémique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs sens, polysémique, et le mot représentant peut aussi bien, le même mot, Elisabeth, peut vouloir dire... serviteur, un courtier est un représentant, il attend de façon honnête, fidèle, les ordres de son donneur d'ordre et il les reproduit sans rajouter rien de sa propre initiative. Ça, c'est un sens du mot représentant. Et il y a un autre sens du mot représentant, un tuteur qui décide tout à la place d'un incapable légal, s'appelle aussi un représentant. Et le même mot peut dire ces deux choses tout à fait contraires. Or, nos représentants aujourd'hui, on le voit avec 2005, en 2008, ils se comportent comme nos tuteurs. Ils nous imposent ce que nous ne voulons pas. Elisabeth, vous ne pouvez pas nier l'évidence. Mais me dites pas, Elisabeth, à chaque fois que je suis en désaccord avec vous, nous sommes là pour ça, mon cher Étienne. Oui, mais quand en même temps, si vous m'appeliez Gertrude, quand je ne suis pas d'accord avec vous, ce serait quand même beaucoup plus embêtant. Je veux dire, donc, pas pour Elisabeth. Sans être désagréable, Elisabeth, c'est plus joli que Gertrude. Oh, merci. Oh là, vous allez avoir des Gertrudes qui vont pas... Mais quand je dis donc que les humains, quand ils se révoltent, quand ils s'insurgent, se tournent d'habitude vers leurs représentants, c'est-à-dire les êtres supérieurs qui écrivent les lois à leur place, alors qu'eux ne les écrivent jamais. Ici, on a un mouvement dans lequel ils aspirent non plus à exiger, tempêter pour demander à leur maître soyez moins cruels. Au lieu de ça, ils décident de réfléchir eux-mêmes au terme de la représentation et d'écrire eux-mêmes le RIC. D'abord, ils ont demandé le RIC et puis ils s'en sont aperçus. Comment il va falloir à un moment que je vous réponde. Donc finissez cette idée. Si vous voulez, cette transformation-là, elle est essentielle. C'est-à-dire que il me semble qu'il y a une innovation. Je ne sais pas si ça va marcher, mais il me semble qu'il y a une innovation politique majeure. Le peuple est en train d'aspirer, et avec Internet, nous sommes, ça c'est historique, beaucoup plus nombreux rapidement que nous ne l'avons jamais été. Nous aspirons à une vraie démocratie, en tout cas à une capsule de démocratie, une procédure démocratique à l'intérieur. D'accord, mais alors là, il faut vraiment que je vous réponde. Allez, on y va. Je commence par Internet. Je vous écoute. Excusez-moi, je viens de faire l'expérience dans un débat qui n'avait aucun intérêt, enfin dans un incident médiatique qui n'avait aucun, qui a fait beaucoup de bruit. Je viens de faire l'expérience de ce qu'Internet et les réseaux sociaux ne sont pas, à mon sens... Est-ce que vous voulez que j'explique ce qui s'est passé ? Non, je vais le dire très vite, ne sont pas, à mon sens... Tout le monde est peut-être pas au courant, c'est pour ça. Forcément, nécessairement des instruments démocratiques, parce que tout simplement, Internet, c'est la meute. Et on a vu, j'ai eu un incident avec une écolo sur un plateau, elle a fait un montage, une falsification, qui était une pure falsification pour se faire passer pour une victime, et des
centaines et milliers de gens de la bonne gauche prêcheuse, si vous voulez, se sont empressés de retweeter, de m'insulter, etc., sans avoir la moindre connaissance de ce qui se passait. Donc, d'ailleurs, je vous propose qu'un jour on ait un débat sur Internet, parce qu'évidemment, il n'y a pas que des inconvénients, mais moi, j'ai très peur de la meute. Oui, bien sûr, encore aussi. une fois, je pense que quand même, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vocabulaire. Quand vous dites les maîtres et les sujets, vous faites comme si nous étions tout d'un coup repassés sous la monarchie absolue. Encore une fois, le fait que les choses ne soient pas parfaites, je vous rappelle que les gens ont 40 listes aux élections européennes. Ils avaient 34. Combien ? 34 listes aux élections européennes. Ils avaient X candidats, plus d'une dizaine aux élections présidentielles. Rien pour les empêcher d'élire François Asselineau si ça leur chantait, Marine Le Pen si ça leur chantait. Malgré tout, il se trouve qu'ils ont élu Emmanuel Macron et que... Qui sera leur maître. Non, je ne crois pas qu'il soit leur maître. Attendez, Étienne, j'essaye de vous laisser dérouler votre raisonnement. Et je vous assure que vous dites beaucoup de choses intéressantes auxquelles je voudrais vous répondre. Là. Donc, non, il ne sera pas leur maître, il sera leur représentant imparfait. Et surtout, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas de pouvoir. Moi, je crois surtout, et ça fait partie d'ailleurs de l'ensemble du problème, c'est plutôt l'impuissance, en réalité, de nos politiques. Mais pour la crise des Gilets jaunes, excusez-moi, si je puis me permettre de vous faire une petite blague, vous avez vu la Vierge. Parce que moi, ce que je vois, c'est que le grand soir n'a pas eu lieu, si vous voulez, je me rappelle, au début décembre, il y a eu un moment où on a tous un peu joué à se faire peur, où l'Élysée était aux abonnés absents, on avait l'impression que le pouvoir allait vaciller. Le mouvement a été très important, je crois, et ça je ne le nie pas du tout, mais il n'y a pas eu de grand soir, il n'y a pas d'avant-garde, si vous voulez, et il n'y a pas de projet révolutionnaire. Il y a trois crises. Une crise de la visibilité sociale. Pendant 30 ans, on n'a parlé que des banlieues et des beaux quartiers, si vous voulez, et cette France périphérique, c'était les ploucs. De toute façon, on ne les voyait pas, on n'allait pas les interviewer, ils étaient sortis des radars, et quand on les voyait, c'était plutôt pour dire que c'était des ploucs qui n'aimaient pas l'ouverture et qui n'aimaient pas toutes les merveilles du progrès. Très bien. Ensuite, la crise économique, on y reviendra, je veux que vous ayez le temps de me répondre. Et ensuite, cette fameuse crise de la représentation politique. Beaucoup de gens pensaient finalement que pour agir aujourd'hui, la seule façon d'agir était des manifestations semi-violentes. Parce qu'excusez-moi, les agressions de députés n'ont pas été faites par des policiers masqués, ni par des gens qu'on a envoyés le faire. Les agressions, y compris de journalistes, les insultes, ceci, il y a eu beaucoup d'actes violents, excusez-moi, qui étaient le fait de gilets jaunes et pas de casseurs infiltrés ou pas par la police. Donc, il y a eu des dérives de ce mouvement. À l'arrivée, aujourd'hui, il faut bien voir qu'il n'y a pas une majorité, ni même des millions de gens dans ce pays, si vous voulez, pour poursuivre le mouvement sous cette forme. Alors moi, ce qui m'inquiète, et là, je ne crois pas du tout, je crois qu'on peut être en accord, c'est que ce qui m'inquiète, le président a dit il y a quelques mois, nous ne reprendrons pas nos vies, et bien sûr, il n'espère qu'une chose, c'est que nous allons les reprendre et que tout ça va être oublié. Ce qui m'inquiète, c'est que cette crise profonde, même si les manifestations plus ou moins sporadiques s'arrêtent, parce qu'en plus ça leur a aliéné le soutien, une partie du soutien populaire qu'ils avaient, disons, même si les manifestations s'arrêtent, on ne peut pas, effectivement, continuer durablement avec un système politique et économique qui, en quelque sorte, exclut une partie des gens, dans lesquels ils ne se sentent pas représentés. Et c'est pour ça que je vous invite à réfléchir avec moi à la façon de rénover la représentation. Parce que même si vous mettez tous les référendums que vous voulez, cher Étienne, et je veux bien vous concéder des points là-dessus, je veux dire, il faudra bien refaire fonctionner un Parlement et il faut bien que des gens, des êtres humains, soient aux manettes, si vous voulez. Moi, je ne veux pas être ministre de l'économie, je ne pense pas. Et si vous demandiez aux Gilets jaunes, est-ce que vous pensez que votre voisin peut être ministre de l'économie ? Eh bien, je pense qu'ils auraient le bon sens, pour la plupart, de vous dire non. Parce que ça demande un certain nombre de... Ça va de soi.
avoir la vie partagée, tailladée, bercé par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gay et voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider et saigner, et saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chacun notre rat. Voici le cœur de la vie dans toi. Et tu m'emmèneras. Emmène-moi. Un jour, j'aurai New York au bout des doigts. On y jouera, tu verras. Dans les clubs, il fait noir, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois. Et j'y crois. Les flaques de peinture sur les murs ont parfois la couleur des sons que tu bois. Et puis c'est tellement grand que vite on oubliera que nulle part c'est chez moi. Marrante, c'est... Bon, moi, bah, je trouve écoutez, ça- j'attends il y le a résultat de une- ces... Non mais, je voudrais quand même vous répondre sur un Et point... ça pourrait aller dans votre sens, hein, Non parce mais que... j'attends le résultat de ces ateliers constituants, mais il me semble que notre précédente, moi si vous voulez, ça ne me dérangerait pas si on doit faire une nouvelle constitution, je pense qu'elle doit être soumise au référendum. Je n'ai pas spécialement envie de me lancer dans ce processus Bah, constituant, évidemment. mais Oui, peut-être que vous me convaincrez. ce Je serait voudrais avec vous un répondre quand évidemment. même. Écoutez, moi personnellement, je pense qu'un certain nombre de gens, non pas spécialement, et beaucoup de gens, ils ont envie que le système politique leur permette, et économique, leur permette, si vous voulez, de se réaliser, leur permette une certaine, effectivement, une certaine justice, pas une justice parfaite, mais autant que se faire une certaine justice, et ils veulent pas écrire toutes les forcément, lois. ils ne veulent pas forcément réfléchir à toutes les être lois. aux manettes, si vous voulez, de même façon que moi, je fais appel à un menuisier quand je veux construire des étagères, si vous voulez, moi, ça me va très bien que d'autres que moi, à qui je délèguerai le pouvoir, l'exercent en mon nom. Mais je voulais vous poser une exactement ça, question. Marie. Est-ce que vous, d'abord, je pense que vous êtes très optimiste sur la force du mouvement, et encore une fois, je crois que nous aurions tort, si vous voulez, de penser qu'il est fini ou de penser qu'il n'a pas d'importance parce va qu'il est finir moins tout. bruyant. Donc Exactement. je vous rends à ce point. Mais il me semble que dans cette question des représentés et des représentants, il n'y a pas d'un côté des représentants horribles qui se foutent de l'intérêt général, etc., etc., et de l'autre côté, des représentés merveilleux qui ne sont soucieux que de l'intérêt général. Vous oubliez une donnée sociologique que vous connaissez évidemment, et j'ai souvent eu cette discussion avec Jean-Claude Michéa, qui voyait forcément dans les classes populaires ce qu'Orwell appelait la commune decency. Or moi, je constate que beaucoup de gens, si vous voulez, sont... que même tout le monde, si vous voulez, est embarqué dans le même vent d'individualisme. J'ai été d'ailleurs très frappé par le fait que les revendications des Gilets jaunes, surtout dans le début, avant l'entrisme de la gauche, étaient très individualistes. Ils ne demandaient pas des choses collectives, en réalité, ça c'est venu après, mais ils demandaient d'abord qu'on règle leurs problèmes. Et dans les grands débats, souvent, hors Gilets jaunes, ce qu'on voyait, c'était des gens quand même qui parlaient de leurs problèmes Donc je ne suis pas Les sûr... problèmes de sous. Non mais d'accord, mais ce que je tout à veux fait, dire, oui. je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas que l'individualisme, si vous voulez, la société des individus, comme parle Marcel Gauchet, elle nous frappe tous. Oui, J'aimerais bien avoir sûr. votre sentiment là-dessus, parce que je regarde l'heure, moi, avec Et terreur. on termine dans 4 minutes. Alors, à peine. j'aimerais que vous me alors, répondiez. Mais Voilà. précisément, mais vous donnez vous-même une indication importante. Vous avez raison, au début, ils étaient très individualistes. C'est-à-dire que c'était leur souffrance personnelle individuelle qui les jetait en dehors de chez eux. Mais c'est très vite, en fait, la socialisation sur les ronds-points qui leur a fait apparaître qu'ils avaient un problème plus général de représentation. Et finalement, leur niveau est monté à toute vitesse. Mais moi, il y a une question que je voudrais vous poser, parce que vous avez commencé à en parler et vous n'avez pas terminé. Vous avez dit, et oui, c'était bien, j'étais d'accord. mais parce que malheureusement, le temps tourne, je Mais veux oui, pas oui, vous... mais vous disiez, il faut que les institutions ne permettent pas le viol dont on parlait pour l'Union européenne. Et vous disiez, Eh bien, ça, c'est... à la fois vous disiez, je veux le RIC, mais vous disiez, vous disiez pas, je suis pas contre, je suis pas J'ai dit que farouchement c'était pas une contre. religion. Voilà, je Voilà. suis pas, voilà. Mais vous disiez,
je voudrais pouvoir me passer du RIC parce que je voudrais en fait que les viols ne puissent pas advenir. Mais vous comprenez bien qu'il y a quelque chose dans la Constitution de 58 revenu au quinquennat, si vous voulez, qui favorise ce viol, puisque c'est ça qui permet qu'un homme élu par 27, choisi au départ positivement par 27% des gens, soit élu. C'est parce qu'il n'y a plus de compromis qui peuvent se nouer au Parlement. Mais oui, mais c'était déjà le cas avant, Elisabeth. Je l'ai écrit quand vous avez dit le contrôle parlementaire est devenu factice. C'est-à-dire, pourquoi les Espagnols, ou les Anglais il était déjà factice avant. Mais parce que la Constitution française, elle n'est pas du tout la Constitution espagnole. La Constitution française, elle donne tous les pouvoirs, un pouvoir terrible à De Gaulle et à ses successeurs. Et c'est la constitution de tous les pays du monde. Et comme les pays des colonies qui l'ont copié, c'est une constitution qui donne beaucoup trop de pouvoir au président, quelle que soit la synchronicité. La synchronicité, vous avez raison, on a rajouté, mais ça suffit pas. La prochaine fois, Elisabeth, il faudra qu'on fasse un atelier constituant pour aller... Vous voulez faire un atelier constituant avec moi? Mais oui, parce que moi, je veux laisser à des gens, à des juristes, à des gens plus minded que moi le soin d'écrire une constitution que j'accepterai ou pas. Je ne veux pas, un problème juridique, Elisabeth, c'est un problème politique. Il ne faut pas laisser ça aux juristes. Il faut que ce soit vous qui écriviez les institutions qui permettent pas dont vous parlez. Il reste peu de temps, j'aurais pas le temps malheureusement de vous répondre sur tout ça. Moi, j'aurais voulu dire un mot. J'aurais voulu dire un mot sur ce qui s'est... Il y a aussi une dimension économique de la crise des Gilets jaunes. Ça, c'est la dimension qui n'est pas spécifiquement française. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en France, il y a un problème particulier qui est celui de la légitimité politique. Mais dans les autres pays, on a ce même problème des classes moyennes qui sont laminées. Et je vais vous dire ce qui m'inquiète, en fait. C'est que nulle part... En réalité, on voit bien qu'il y a un problème, mais on ne voit nulle part d'alternative crédible. Je ne la vois pas. Non, mais théorique. Je ne vois pas des partis qui me proposent des alternatives crédibles. Je ne crois pas qu'une civilisation économique se change en un claquement de doigts. Et je m'inquiète, si vous voulez, que nous. Comment ? Pourtant, il en existe. Je m'inquiète de ce que nous. De ce que tous les pays développés aujourd'hui soient embarqués dans cette chose qui fait que les classes moyennes n'ont pas d'espoir dans leur avenir. Oui. Mais ça, ça pourrait faire l'objet de la prochaine discussion, ça, si vous voulez. On pourrait parler de l'aspect économique, c'est-à-dire que... Oui, mais moi, là, je suis pas assez compétente. Vous allez voir, c'est en termes de méthode. Les enseignements économiques alternatifs n'ont pas de place dans l'université. Ils ont été chassés, ce qu'on appelle le néolibéralisme, ce qu'on appelle la théorie standard économique. C'est quand même bizarre, parce qu'à l'université, les idées les plus farfelus en cours, l'indigénisme, le décolonialisme, ceci et le cela, mais on ne peut pas parler d'économie. Non, pas en économie. Quand vous allez dans les business schools, quand vous allez dans les écoles de commerce, vous allez dans toutes les grandes écoles, ce qu'on enseigne en économie, c'est un tissu de sottises. Et je voudrais vous en parler la prochaine fois, vraiment, parce que c'est extrêmement important pour vous comprendre les alternatives. On arrive au bout du débat. Merci beaucoup, Étienne Chouard. Dis un mot de ce qu'on dit en Merci beaucoup, Elisabeth Lévy. Il nous reste très peu de temps. Merci, Elisabeth. Dans la prochaine heure, vous avez parlé des événements en Algérie sur la démocratisation, c'est bien ça, Étienne Chouard ? On va voir qu'en fait, l'expérience algérienne nous donne plein d'idées de progrès démocratique. C'est tout à fait intéressant. C'est pour le Facebook Live avec Didier Maistre. Et sur Sud Radio, c'est le Loft Music d'Yvan Cujous qui reçoit Ritza. Et faites attention, ne vous emballez pas trop sur l'Algérie. Rappelez-vous les désillusions post-printemps arabe. J'aime beaucoup l'Algérie, j'espère que ça va bien se passer, mais j'espère aussi, attention, ne nous emballons pas. Précisément, la quantification. Pour ces échanges. Merci à vous. Merci à vous. Un atelier constituant la semaine prochaine, enfin dans 15 jours. On continue, a priori, il y a un problème. On peut continuer un peu le débat parce qu'il y a un problème de lancement de pub, a priori. Bon, très bien. Bon, vous êtes toujours... Moi, j'avais des questions. Vous aviez dit, vous n'étiez pas d'accord sur la réindexation sur l'inflation. Non, je vous ai dit, c'est pas cette... Non, c'est pas grave que l'Union européenne. C'est pas le sujet en tant que tel, c'est justement, si vous voulez, parce que moi, je souhaite, encore une fois, que nous déléguions. C'est marrant. Jeudi 19h-20h, Sud Radio. Il y a du peuple. Seul contre tous. Leclerc. Juliette, j'ai pris quelques gels douche Tahiti chez Leclerc. T'as un parfum préféré ? Vas-y, dis-moi. Coco, vanille, tiare, beauté tropique, orchidée ou passion. Ah ouais, t'as fait fort là. Tu m'étonnes avec 70% de tickets Leclerc. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 7 au 10 excusez-moi, mon salaire n'a rien à voir. Même s'il n'est pas mirifique. Non, mais ce que je veux dire, je n'ai pas évidemment pas. Je ne connais pas les problèmes de fin de mois que connaissent un certain nombre de nos concitoyens. Donc pour moi, la question n'est pas. Non, mais je réfléchis. J'essaye de. Là, je réfléchis en vous parlant.
parlant. Par exemple, est-ce que vous seriez favorable, comme beaucoup de gens le demandent, à un référendum sur les questions migratoires, sur notre politique migratoire? Non mais je vous le demande. Mais pourquoi pas? Mais moi je vois aucune excuse. Pour moi c'est RIC en toute matière. Mais en démocratie, le peuple n'a pas raison ou tort. Le peuple décide. D'accord. Et je ne comprends pas qui va se mettre au-dessus du peuple en disant Radio, non, place ça du et ça, vous marché, pouvez mettre. 10h-11h, Vincent Ferniaud. Bonjour à tous, dimanche prochain de 10 à 11, on se retrouve place du marché sur Sud Radio, avant d'aller sur la vraie place du marché pour aller chercher ces bons produits pour le déjeuner du dimanche. On se retrouve avec des chefs, des artisans, des producteurs, enfin tout ce qui fait le monde de notre table à la française. Allez, à dimanche matin. Sud Radio, place du marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants. Comment ça, vous viendrez pas tout seul? Non maman, cet été on viendra avec une bonne nouvelle. Un bébé? J'espère que vous reviendrez aussi cet hiver. Évidemment, et si tu ne peux pas attendre, on peut même arriver ce soir. Vous aussi sautez sur l'occasion pour vivre de bons moments en famille. Jusqu'au 2 juin 2019, Aigle Azur casse les prix vers l'Algérie avec des vols au départ de Toulouse à partir de 158 € TTC. Réservez vite sur aigleazur.com ou en agence de voyage. Offre soumise à conditions et disponibilité pour des vols aller-retour jusqu'au 5 juin 2019. Et parce qu'un bonheur n'arrive jamais seul, réservez aussi vos vols pour cet été et cet hiver. Aigle Azur, la vie en bleu. Cosmiti Be Cool, Détox, Aquarosa. Earl Grey Anastasia. Et maintenant, toutes vos boîtes de vin sachets Cosmiti sont faites en France. Et surtout, elles coûtent 15% moins cher. C'est toujours la bonne heure pour un thé Kousmi. Et pour la fête des mères, des idées cadeaux à tous les prix dans toutes les boutiques Cosmiti. Un héros. Merci d'avoir sauvé mon petit chat. Et un super héros. Merci d'avoir sauvé notre planète.